Bienvenue dans Revue Foot 26, votre rendez-vous incontournable avec l'actu foot suisse et international. Dans ce 4e épisode, on décortique pour vous les journées 30 et 31 de Super League qui concernent le football suisse marqué par des derbys bouillants. Il y a notamment Sion contre Lausanne, enfin plutôt Lausanne contre Sion. Winterthur qui recevait Zurich, donc le derby zurichois. Et bien sûr le FC Bâle qui continue sa quête vers la phase finale de championnat. Sur la scène internationale, tremblement de terre avec Kevin De Bruyne qui fait ses adieux à Manchester City. On en profite également pour ensuite rendre hommage et puis de faire un petit feedback sur la carrière incroyable du légendaire Thomas Müller. Et comme sujet spécial cette semaine, on met le cap sur Londres, direction Chelsea, un géant qui traverse une petite crise, on va dire, une petite crise. Oula, mais voilà, doucement. doucement. Il y a quand même du positif. Il y a quand même du positif. Et là, je vois qu'effectivement, ça s'excite de l'autre côté du micro parce que pour m'accompagner dans cette revue, il est évidemment là. Vous l'avez tous demandé, vous l'attendez tous. Bien sûr, le visage de Revue Foot 26. Mon acolyte, l'homme aux analyses aiguisées, le professeur du ballon rond, j'ai nommé Prof. Félicitations. Voilà. Incroyable de plus en plus, vraiment, tu as un don pour présenter les gens, pour surcoter les gens aussi visiblement. J'ai envie de dire, quand le talent y est, j'ai pas besoin de beaucoup. Voilà, j'ai pas besoin de beaucoup. Quand le talent y est, vraiment, je rougis derrière mon micro-cravate. D'ailleurs, petit test aujourd'hui du micro-cravate, donc pour les auditeurs qui nous suivent, bien sûr, toujours donner des feedbacks de est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est agréable à écouter, voilà, ça c'est toujours important. Et puis merci infiniment pour cette présentation. Il y a notamment deux sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est Thomas Müller et Chelsea bien sûr. Évidemment. Le sujet Kevin De Bruyne évidemment aussi, mais un petit peu moins, je suis moins attaché à ça. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et la Super League est super intéressante en ce moment, donc on va pouvoir parler de tout ça, ça va être très intéressant. Donc aujourd'hui pour tout ce programme les gars, installez-vous confortablement. C'est parti, on commence tout de suite avec le football suisse. Et il est blessé. Il jouait, il est blessé. L'arrogance. Quand on m'a rapporté qu'il ne reconnaissait rien avoir fait, j'étais vers lui, puis je lui ai rafraîchi la mémoire avec 3 paires de baffes à coups de pied dans les fesses. Rire, c'est bon pour la santé. Football suisse, journée 30 et 31 de Super League. Donc comme je vous ai dit, elle est marquée par des derbys bouillants. On avait justement le derby roman qui s'est joué entre Sion et Lausanne Sport. Et plutôt Lausanne Sport, vu que c'était un match à la tuyère. Lausanne Sport qui a fini par s'imposer 2-0. Mais attention, avec 2 buts très très tard dans le match, parce qu'il y avait le premier but de Lausanne qui était à la 96e par Diabaté et deuxième but par Oku à la 98e. Des fins de match comme ça dans un derby, ça c'est quand même assez fou ça. On parle souvent du money time, le dernier quart d'heure. Là on voit que Lausanne Sport a eu les nerfs solides face à Sion jusqu'au dernier moment, et ça a fait la différence. Bien sûr, mentalement c'est une donnée qui est extrêmement importante. C'est des choses qui te font ou pas passer en phase promotion ou en phase relégation. C'est clair que ça fait partie des choses, entre autres, le mental qui font que tu gagnes ce genre de match et que tu crois jusqu'au bout. Maintenant, on pourra encore parler une fois de ça, peut-être que ce sera un débat un jour dans l'émission, mais 96, 98, parfois 100, est-ce que c'est une très bonne chose pour le football de mettre autant de temps additionnel? Grosse question. Alors ça, effectivement, c'est un sujet extrêmement intéressant qu'on pourrait aborder. Mais effectivement, aujourd'hui, les matchs sont à rallonge. Souvent, les joueurs se plaignent du temps additionnel qui n'était pas respecté. Donc des scénarios comme ça, on en a vite trouvé. Donc Sion qui craque à la dernière minute. Il y en avait aussi le derby zurichois du côté de Winterthur. Les hommes de Ricardo Moniz se déplacent à Winterthur pour affronter Uli Forte et son équipe. Fini à un 0-0. Très honnêtement, Winterthur qui n'est pas super sexy cette année. Je pense que c'était plutôt une mauvaise opération pour Zurich, sachant que le prochain match en plus, c'est contre Bâle à la maison. Donc match aussi extrêmement intéressant à suivre. Winterthur qui fait vraiment tout et pour tout pour s'accrocher, quoi. Ils sont maintenant à 3 points de Getse. Être dernier de Super League, c'est relégation automatique. Donc forcément, c'est une place qu'on va éviter. Évidemment, après voilà, il y a 3 points de différence avec Getse, ils sont pas extrêmement loin. C'est une très bonne opération, c'est surtout une très mauvaise opération pour l'FC Zurich, qui malheureusement, avec la victoire de Lausanne, est repris, n'est qu'à 3 points.
pour la confiance et pour la pression, c'est un peu moins bon. Maintenant, si on regarde les stats, peut-être un peu, c'est pas une si grande domination que ça, en tout cas au niveau statistique, au niveau des tirs tentés, c'est 16 tirs tentés, un seul cadré. Il y a un manque d'efficacité offensive, il y a beaucoup de choses peut-être à régler du côté du FCZ. Je vais pas trop parler parce que je sais pas si c'était objectif. Est-ce qu'il y a conflit d'intérêt entre Revue Foot 26 et le FC Zurich? Mais voilà. Ah non, absolument pas. On reste objectif. On verra, parce qu'encore une fois, en tant que spectateur, ce qui est très intéressant, c'est la course. Nous, on adore les courses. On adore la pression, on adore les derniers matchs, on adore les derniers moments. C'est pour ça qu'on suit tous le foot. Évidemment. Ça va être très intéressant. Évidemment. Et d'ailleurs, on est roman, bien sûr. Lausanne, on est roman. Oui, évidemment. Mais voilà, en parlant de Zurich, justement, il y avait donc la 30e journée, on a eu Zurich-Lausanne, donc les Zurichois qui recevaient Ludovic Magnin et son équipe. Alors, c'est pas de notre acabit, hein. Vous commencez à nous connaître, à Revue Foot 26, d'un peu tirer sur l'ambulance, mais c'est vrai que pour avoir suivi le match, quand même la perte de Benjamin Mendy, depuis qu'il est à Zurich, l'adaptation est difficile. Donc là, on parle de la 30e journée, hein, c'est ça, la 30e journée de Zurich, le 2-2, c'est ça? C'est ça, oui, exactement. Ouais, Zurich exactement, 2-2, Lausanne Sport. Et la fameuse bourde, la deuxième, troisième? Ouais, ça commence à faire quelques-unes. Deuxième ou troisième, on les compte bientôt plus. C'est extrêmement compliqué pour Benjamin Mendy. On rappelle que ce monsieur est champion du monde de foot avec l'équipe de France, que malheureusement pour lui, et c'est des choses qui sont terribles parce que selon la justice... Merci, bien sûr. Merci, bien sûr. Mais on rappelle que selon la justice, Benjamin Mendy est relaxé, donc innocent, c'est-à-dire que tu perds tout ce temps, tu pars peut-être qu'il serait de toute façon parti de City, on est d'accord, mais tu te retrouves à Lorient, ça se passe pas très bien, là tu te retrouves à Zurich dans une Super League qui est à la base à ta portée à 100%, oui. Beaucoup de bourdes, en manque de rythme, beaucoup de choses qui ne vont pas, et on peut dire tout ce qu'on veut, le mec n'a pas joué, il est très compliqué mentalement, je me mets à sa place, entre guillemets, hein, donc je me dis à sa place, ça serait reprendre le foot après tous ces déboires mentaux dans la vie privée, c'est très difficile. Et mentalement, il faut tenir le coup. Mais je trouve, encore une fois, qu'avec l'expérience que tu as, avec le statut que tu as, il y a des choses que tu ne peux pas montrer. Je pense que ce serait le premier à nous dire la même chose. Si on lui parlerait, bien sûr, il suit l'émission comme tout le monde. Ouais, bien sûr, il nous suit, c'est exactement ce que je voulais dire. C'est qu'il nous écoute attentivement. Voilà. Salut Benjamin, si tu nous entends, mais je pense qu'il serait le premier à être d'accord avec ça. Quand on a ce niveau-là d'expérience et de statut dans un club de Super League comme Zurich, tu dois éviter ce genre de bévue. Eh oui. Et justement, parlons justement de ce match catastrophique de sa part. Donc, il répond à des provocations. Il n'est pas forcément très présent physiquement, défensivement. On voit qu'il y a une perte de balle aussi de sa part qui donne but à Lausanne avec justement une perte de ballon dans les 25 mètres dans l'axe. Ça, c'est des choses qu'en M15, je crois que c'était Blue Sport qui disait dans leur émission. C'est des choses que tu apprends en M15 et c'est vrai. Exactement. Les gars, des pertes de ballon dans les 25 mètres dans l'axe, je veux dire, tu es dos au jeu. Tu prends pas l'information, le type il essaie de rejouer en arrière, il pêche à la passe retour et ça donne but. Ça quand même à ce niveau-là, quand tu as été champion du monde, c'est quand même fou. Et puis là je continue juste l'analyse parce que donc il sort en fin de match, Benjamin Mendy sort à la 86e. À ce moment-là Zurich perd 2-0. 89e, ils reviennent à 1-2. 95e, ils finissent 2-2. Donc alors, je ne sais pas, hasard ou pas, mais il donne un but, il laisse beaucoup d'espace, il n'apporte pas forcément l'apport offensif qu'on attendait de lui. Il sort à 10 minutes, donc 9 minutes montre en main. Plus tard, son équipe revient au 2-2. Donc je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais assez compliqué en tout cas. Je pense que c'est un match oublié pour lui. Début avec Zurich qui a oublié, je pense. Je pense qu'il prépare aussi la pré-saison pour sa deuxième saison en Suisse. Je pense, à mon avis, il est en train de se remettre gentiment physiquement. Il faut qu'il prenne ses marques, donc c'est un peu compliqué. Oui, c'est ça. Puis après, il faut pas enlever la donnée malchance. Il y a peut-être une part de malchance là-dedans. Évidemment. Donc ça n'aide pas. Voilà. Après, est-ce que c'est un joueur ? Moi, ça va être ça la grande question. On sait à quel point la part de mental est importante chez un joueur professionnel, que ce soit à tous les niveaux. Est-ce que ce qu'il a vécu l'a pas tellement usé mentalement qu'il est peut-être... Encore une fois, c'est des conjectures. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'il est encore capable de donner mentalement
cette assurance-là, ou est-ce que ça va être un travail de longue haleine pour le faire revenir? En tous les cas, voilà, Benjamin Mendy, c'est quand même, encore une fois, un joueur avec des qualités énormes. On le connaît, champion du monde, c'est pas à négliger. Il en a vu d'autres. On espère juste que sa vie privée va pas tout bousiller sur le terrain. Voilà. En tout cas, on lui souhaite bien sûr. On le souhaite, de revenir. bien sûr, on lui De revenir. souhaite. Bien sûr. Et puis, pour finir justement cette rubrique de foot suisse, j'aimerais quand même juste donner une fois de plus mon chapeau bas et félicitations bien sûr à Profet qui avait vu Bâle tenir sur les distances. Et là, c'est un peu le cas. Donc, le FC Bâle qui enchaîne les belles perfs. Avec justement la 30e journée, on avait Bâle-Getse, donc un derby aussi, le Bâlois-Zurichois, mais Bâle qui recevait donc Getse. On commence avec premier but de Bâle, Dominique Schmidt qui marque à la 16e sur passeur décisif, je te le donne en 1000, Shaqiri. Deuxième but, on est à la 40e, Philippe Potelé marque un but incroyable qui a été but de la semaine. Vous pouvez le retrouver sur nos comptes Instagram et sur les réseaux sociaux. Incroyable aussi. Et voilà. Sur un coup franc de grande surprise de Xherdan. Donc quand même fou ce qu'il fait ce monsieur. Et puis on voit que Bâle va continuer. Donc ils joueront aujourd'hui à l'heure où on enregistre. Je crois qu'ils jouent dans 5 minutes. Voilà. Si vous voulez savoir quand est-ce qu'on a enregistré cette émission, vous saurez. Ils jouent exactement dans 5 minutes contre Lugano. Et je pense qu'à mon avis, ce sera de nouveau une belle perf des Bâlois, malgré que Lugano soit aussi en bonne forme cette saison. Je pense que les Bâlois vont tenir sur la distance. Peut-être le seul match un peu, on va dire, pas piège, mais un peu spécial qui pourrait éventuellement toucher les Bâlois, c'est celui de la semaine prochaine face au FC Zurich, qui se déplaceront à Zurich, parce que voilà, Bâle-Zurich c'est toujours un match important, mais c'est vrai que c'est quand même une équipe qui est stable, et puis on voit de nouveau Shaqiri à quel point il est primordial et indispensable dans cette équipe. Eh bien, il y avait une émission géniale qui s'appelle Revue Foot 26. Ah ouais. Où on a eu ce débat. Il avait prédit, voilà. On a eu ce débat, on a donné les stats, on a donné l'importance qu'il a, balle au pied, quelle importance il a aussi. On avait débattu aussi de l'importance qu'il a dans le vestiaire, mais il est dans les joueurs les plus décisifs au niveau des passes réussies, des passes clés. Enfin, c'est vraiment Shaqiri au niveau. C'est un quarterback, si on peut prendre une analogie avec le football américain. C'est totalement le quarterback de l'équipe, c'est totalement le moteur. C'est un mec qui part. La qualité du pied qu'il a va t'amener des situations dangereuses. Le coup franc, on en a parlé, mais le coup franc oblige le gardien à remettre un rebond dans l'axe. D'où le fait qu'après le geste est magnifique. Hein. La reprise en ciseaux, elle est magnifique, mais le coup franc oblige. Techniquement, c'est fou. Oui, mais le coup franc oblige, donc il est bien tiré, il oblige le gardien à remettre dans l'axe devant lui, ce qui, on le sait tous, est la pire chose pour un gardien possible et qui permet cette reprise au vol. Maintenant, pour être tout à fait honnête, parce que tu as dit que j'avais vu que Bâle allait tenir à distance. Alors, ce que j'avais dit très, très objectivement, pour être tout à fait franc, c'est que oui, Bâle, avec Shaqiri, peut voir très loin. Sans Shaqiri, ça serait compliqué. Donc, ça, ok, pour l'instant, c'est juste. Mais j'avais quand même mis Genève Servette devant, donc la clip la plus stable. Et là-dessus, je me suis trompé. Parce que maintenant, si vous regardez, ça vient de se terminer il y a quelques instants. Ouais, c'est vrai. Saint-Gall a battu Servette. Et donc, c'est une très, très mauvaise opération, puisqu'il reste sur, en tout cas, 2 défaites d'affilée. Oui, c'est ça, Young Boys et Saint-Gall maintenant. Servette est en train peut-être de baisser le rythme. Quant à Bâle, eux, c'est ce que tu as dit, ils enchaînent. Shaqiri est en pleine forme. Il y a cette équipe de Lugano où on avait aussi débattu dans Revue 26, incroyable émission, je le répète, où on avait dit que Lugano était sur une mauvaise passe. Excellent. Je sais que tout le monde nous écoute et là, vraiment, je recommande. Extraordinaire émission. Écoutez, donnez de la force, mettez des pouces. Oui, je fais un appel aux abonnements. Oui, j'ai quelques logés, c'est pas grave, on y va. Bien sûr, Lugano, on répète, Lugano, oui, au tab-leau, mais en plein doute. Non, mais voilà, donc tous les feux sont ouverts pour le FC Bâle de Fabio Cestini, avec peut-être, petite info, je ne sais pas si c'est vrai encore une fois, je n'ai pas vérifié ces sources-là, je ne suis pas dans les backstage, il n'y a que là qu'on peut savoir. Il y aurait peut-être des tensions avec Celestini, on ne sait pas trop, mais en tout cas, en tous les cas, voilà. Il fait du très bon travail, Shaqiri est excellent, le FC Bâle va bien, la jeunesse bâloise en pleine forme, des buts de fou, en pleine confiance. Pour moi, aujourd'hui, à 16h30, Bâle bat Lugano et prend une option sur la première place du championnat. La place finale, oui, bien sûr. Et sur la place et prendre l'avance sur Servette. Alors, et justement, on parlait aussi de quelques équipes, juste vraiment pour terminer cette rubrique suisse. Young Boys qui
qui fait quand même son chemin. Ils sont troisième avec 50 points. On parle du FC Bâle qui a 52 points. Je vous donne juste les quelques chiffres, hein, les gars. On parle donc entre le premier et le sixième, on a 5 points de différence. Donc c'est rien du tout. C'est un championnat qui est extrêmement serré. On voit que Young Boys aussi sont là à la chasse avec un Christian Fasnacht qui est juste sur un nuage en ce moment, qui a été de nouveau élu homme du match et joueur du mois par la Super League. Donc vraiment c'est vraiment des équipes qui sont prêtes à tout pour se mettre en meilleure position et puis tirer le maximum du championnat. Voilà, moi c'était ça pour la rubrique suisse. Je ne sais pas si on veut encore ajouter quelque chose. Alors, ce qu'on pourrait, parce qu'on me l'a demandé quelques fois, c'est que tu pourrais peut-être expliquer pourquoi, enfin, peut-être pas pourquoi, parce que tu travailles pas à l'ASF, mais peut-être nous expliquer cette histoire de phase finale et de phase de relégation. Parce que oui, ça peut paraître nouveau, on voit ça souvent, alors, nous on le voit en région neuchâteloise, où tu as 12 équipes, les 6 premiers vont en phase finale, entre guillemets, promotion, et les autres relégations. Peut-être toucher un petit mot là-dessus, parce qu'on m'a posé la question, donc peut-être que c'est pas clair pour tout le monde. Non, mais alors, bien sûr, je le fais, tu sais quoi, pour nos auditeurs, je suis prêt à tout. Mais voilà. Quelle bonté. Mais non, mais évidemment. Donc, je vous explique juste comment ça se passe. La saison régulière, hein, on est d'accord, c'est une saison normale. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je vous ai expliqué, c'est mis en place depuis la saison 2023-2024. Donc le championnat qui comporte une phase finale spéciale appelée Play-Off. Et voici comment elle se déroule. Donc vous avez 12 équipes qui s'affrontent 3 fois chacune. À l'issue des 33 journées, là en ce moment on est en train de jouer la 32e, je crois, ou 31e. On a les 6 premiers en fait le classement est divisé en deux groupes. Les 6 premiers, c'est le groupe championnat pour le titre et les places européennes. Et les 6 derniers qui sont le groupe relégation pour éviter la descente. La phase finale, c'est pour ça qu'on parle tout le temps de la phase finale, c'est les 6 premiers qui jouent pour le titre. Donc chaque équipe rencontre une fois ses 5 adversaires directs, donc il y a 5 journées supplémentaires. Les points de saison régulière sont conservés et au terme des 38 journées, donc on a les 33 premières de la saison régulière plus les 5 de la phase finale, le premier est sacré champion de Suisse. Les places suivantes définissent les qualifications pour les compétitions européennes. Ce qu'il en est des 6 derniers, c'est exactement le même principe. On a 5 matchs supplémentaires entre chaque équipe concernée. Le dernier qui est 12e est automatiquement relégué en Challenge League. L'avant-dernier, qui sera 11e, donc dispute un barrage aller-retour contre le deuxième de Challenge League. Le deuxième de Challenge League selon les normes de la Swiss Football League, parce qu'il faut aussi avoir certaines dispositions, éclairage, terrain, etc. Comme on a vu par exemple aussi la saison passée où Rapperswil a été celui à jouer les barrages alors qu'ils étaient que 4e ou 5e de Challenge League. Voilà. Je ne sais pas si je me suis expliqué comme il se devait dans cette explication, mais je peux vous avez parfaitement... Non, c'était parfaitement clair. Et c'est amusant parce que, comme je l'ai dit, petite anecdote marrante, on retrouve ça en région neuchâteloise. Voilà. C'est intéressant. Voilà. Et on retrouve ça surtout dans le hockey, parce que la Suisse est un pays de hockey. Voilà, je pense exactement. Que ça se transporte jusqu'à là. Voilà. Donc, écoutez, pour ce point suisse, je crois qu'on a fait le tour. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on passe directement donc, à la partie football international. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est parti. Football international. Final. Que mira, bobo. Anda para allá, bobo. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Football international, donc avec le premier sujet qu'on avait à vouloir discuter avec vous aujourd'hui, c'est donc Kevin De Bruyne qui va quitter Manchester City à la fin de la saison. Guardiola a dit que c'était un sad day, voilà, pour lui, mais que c'était quand même un happy day malgré tout, parce qu'il avait encore la chance de travailler avec Kevin De Bruyne et qu'il considère comme étant l'un des meilleurs milieux de terrain de la Première Ligue. Je vous donne juste quelques petits faits marquants, de Kevin De Bruyne. On a donc Kevin De Bruyne à Manchester City depuis son arrivée en 2015, donc ça fait 10 ans. Palmarès, donc en 10 saisons, il a remporté 6 titres de Première Ligue, dont 2 FA Cup, 5 EFL Cups et une Ligue de Champions en 2023.
C'est vraiment pas dégueu du tout. On a ensuite Kevin De Bruyne qui est tout le temps associé en fait au maître des passes décisives, qui est actuellement deuxième au classement des passeurs de l'histoire de Première Ligue, avec 118 passes décisives, juste derrière Ryan Giggs. Il a également égalé le record de Thierry Henry avec 20 passes décisives en une seule saison. On a les reconnaissances individuelles, donc les prix individuels qui ont été gagnés. Il a été élu joueur de la saison en Premier League à 2 reprises et a été inclus 5 fois dans le FIFA Pro World 11, donc en fait le top 11 FIFA, voilà, tout simplement. Et puis parmi ses performances mémorables, on compte son quadruplé contre Wolverhampton en mai 2022, son but décisif contre PSG en demi-finale de la Ligue des Champions 2021 et effectivement son rôle clé dans la saison 2022-2023 où Manchester City a réalisé le triplé historique qui était Premier League, FA Cup et Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu penses du joueur avant de parler de sa décision ? Un joueur fantastique qui a remis en perspective ce que c'était le football champagne, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que à la base, on parle de football champagne quand on parle de joueurs extrêmement techniques, extrêmement sens du spectacle, romantique, etc. Et je me suis retrouvé avec Kevin De Bruyne parfois à me lever sur une passe simplement bien sentie. Alors simplement, encore une fois, Johan Cruyff, jouer au football c'est simple, jouer simplement au football c'est très dur. Et Kevin De Bruyne, c'est l'essence de cette phrase. C'est fantastique. Là, au niveau du traitement de l'information, alors je vais peut-être aller, c'est peut-être ma vision de coach qui est biaisée, mais au niveau du traitement de l'information, au niveau de tout ce qu'il est capable de changer dans un match, collectivement, il est capable de finir aussi, parce qu'on n'en parle peut-être pas énormément. On parle beaucoup des passes de Kevin De Bruyne, mais la finition de Kevin De Bruyne en dehors des 16 mètres, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Il n'y en a plus beaucoup qui sont capables de le faire. C'est un joueur avec énormément d'expérience. Certes, je pense que c'est le bon timing pour s'en aller. Je pense qu'il ne peut plus donner ce qu'il donnait. Je pense qu'il faut renouveler à City certaines choses. Mais ce qu'il a pu faire avec Guardiola dans ce vestiaire, dans cette équipe de City, depuis un moment, même à Wolfsburg, on l'a vu avant. Il y a juste à Chelsea, on parle souvent de ça. On parle souvent de Chelsea en disant oui, mais à Chelsea, il n'a pas réussi, Mourinho, blablabla. Il était jeune, il n'avait pas de caractère selon Mourinho. Il est parti et je pense que s'il ne serait pas parti de Chelsea, on n'aurait peut-être pas vu le même Kevin De Bruyne. Jamais. C'est un joueur qui m'a fait rêver, qui m'a aussi en tant que coach m'a fait peut-être me remettre en question sur certaines choses que je demandais à mes joueurs, à toute proportion gardée évidemment, mais c'est ça en fait. Je pense que les grands joueurs comme ça sont ceux qui te font redéfinir quelque chose, redéfinir une vision que tu as du foot, redéfinir une façon de jouer un poste. Je pense que c'est ça l'essence aussi de ce genre de joueur, et Kevin De Bruyne pour moi en fait totalement partie. Aujourd'hui, je pense, en tout cas, j'estime, je vais parler pour moi, que c'est un peu comme Makelele à Chelsea avec le Makelele role. C'est un peu ce genre de joueurs-là qui ont. On aurait pu donner le De Bruyne role au poste qu'occupait De Bruyne. Non, effectivement. Alors, Kevin De Bruyne, c'est quand même l'essence même de ce qu'on appelle les passes entre les lignes, la passe cachée. Il arrive à trouver des passes décisives où il n'y en a pas. C'est un meneur de jeu, c'est quelqu'un qui arrive à contrôler le jeu. Le seul peut-être regret qu'on pourra avoir footballistiquement dans sa carrière, c'est ce qu'il a pu accomplir avec l'équipe nationale, parce que quand on regarde l'effectif de la Belgique et ce qui se passe sur papier et ce qui se passe sur terrain, il y a quand même 2 mondes différents. On se rappelle, voilà, palmarès de la Belgique aujourd'hui, et je sais que toute la Belgique nous écoute aussi, mais le palmarès de la Belgique aujourd'hui, c'est on a le seum. Voilà. Non mais écoutez, voilà. Ça n'enlève rien en qualité de l'équipe. Je suis désolé. Et j'ai le droit de dire ça parce qu'aujourd'hui le sélectionneur de mon pays a été sélectionneur de la Belgique, donc je sais de quoi. Oh là là là. Mais non, mais effectivement. La missile dans la tranche, bien sûr. Le tacle à la jugulaire. Non, mais voilà. Mais effectivement, Kevin De Bruyne, pour revenir sur Kevin, c'est vrai que c'est un joueur qui est quand même. Enfin, c'est fantastique. Je pense qu'à mon avis, des milieux de terrain comme ça, il n'y en a pas 10. Mais maintenant, pour revenir à son départ de City, il y a quelques rumeurs. Donc, je vous donne les rumeurs. Attention, hein, il faut vraiment vous accrocher sur votre siège parce que là, c'est des rumeurs, mais c'est des rumeurs sexy, légendaires, quoi. Ok, donc vraiment c'est des choses vous aurez tous envie, je pense.
Major League Soccer, donc en MLS, San Diego, nouvelle franchise de la MLS, a manifesté un intérêt pour le milieu de terrain belge. Cependant, des obstacles financiers subsistent en raison des prétentions salariales élevées de De Bruyne. Tyler Hips, j'espère que je l'ai bien dit parce qu'il nous écoute aussi, directeur sportif de San Diego FC, a déclaré: Kevin adore la Californie, il vient ici chaque année en vacances, j'ai déjà discuté avec lui. Il ne rentre pas dans notre budget pour le moment, donc ça reste une piste qui n'est pas très sérieuse. La deuxième piste qui serait éventuellement possible, ce serait l'Arabie Saoudite avec le Neom SC. Club ambition de 2e division saoudienne serait également intéressé par le recrutement de De Bruyne. Les premières discussions entre les deux parties auraient été positives. De Bruyne a lui-même évoqué cette possibilité en déclarant: à mon âge, il faut être ouvert à tout. On parle de sommes d'argent incroyables pour ce qui pourrait être à la fin de ma carrière. Donc voilà, au moins il avoue qu'il est prêt à manger à tous les râteliers, c'est génial. On aime Kevin De Bruyne. Autre club européen, bien que moins probable, la presse turque a évoqué l'intérêt de clubs comme le Gala et le Fenerbahçe. Bien sûr, la Turquie qui est la destination numéro 1, voilà. Si vous voulez passer des bonnes retraites pour tous les jours passés en Europe. Bon, bah voilà, la fin de l'émission, ça n'a pas duré longtemps, c'était sympa, mais ça n'a pas duré longtemps. Ah, il s'est pris tout le monde là, la Belgique, l'Arabie Saoudite, les Américains. Non, mais non, ouais. Non, je suis désolé, les seuls stars d'Europe qui sont allés en Turquie, voilà, les vrais stars, hein. Donc je parle de Drogba, Snyder, Dzeko, voilà, ouais. Et ils n'avaient pas une moyenne d'âge de 25 ans. Hein. Bon, voilà. Donc moi, je dis les termes. Donc voilà. Toutefois, un tel transfert impliquerait une réduction salariale significative pour De Bruyne. Je pense que même le gars là, même le Fener n'aurait pas les moyens. Puis je ne le vois pas trop retourner au Fener, sachant qu'il y a encore Mourinho là-bas. Je vois pas De Bruyne se faire entraîner par Mourinho alors que c'est un Guardiola son. Donc voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ces destinations? Qu'est-ce qui te paraît, on va dire, probable ou pas? Le plus logique au niveau des prétentions salariales, c'est que l'Arabie Saoudite, c'est les seuls qui peuvent vraiment se permettre de surpayer, parce que c'est surpayé. Tous les joueurs en Arabie Saoudite sont surpayés, autant des transferts que les salaires, c'est totalement dingue. Et c'est clairement une campagne, c'est pas pour le foot, hein, c'est une campagne de lobbying pour un pays. Le Qatar fait la même chose avec le PSG, c'est normal, c'est devenu la nouvelle communication. Donc le plus logique pour moi, ce serait qu'une star comme De Bruyne parte en Arabie Saoudite. La MLS, alors ça c'est la grande question, c'est un sujet que j'aimerais bien aller diguer, aller creuser un peu plus dessus, c'est quelles sont les prétentions maintenant de la MLS? Parce qu'on voit que de plus en plus, la MLS essaie de se développer, d'amener du monde, parce que effectivement, en tant que fan de foot, on se dit, les Américains, ils appellent ça soccer, pourquoi vous parlez de ça? Laissez-nous tranquilles. Mais en vrai, ce qui serait très intéressant pour le football, c'est tout ce qui est capacité du spectacle, justement, toutes ces capacités structurelles des États-Unis, tout ce qui est culture du sport là-bas, qui est totalement différente d'Europe. Ça serait sympa qu'ils se mettent à aussi concurrencer un peu l'Arabie Saoudite dans ce genre de transfert-là. Pas forcément pour un jeune, je trouve ça un peu... notamment pour Thiago Almada, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, je crois qu'il avait fait une pige en MLS alors qu'on l'attendait plutôt en Europe. Ensuite, il est passé par Botafogo pour finir à Lyon maintenant. Donc voilà, il a fait un peu des tours, il me semble, hein, qu'il est passé par la MLS. Ce genre de transfert, non. Par contre, pour des joueurs en fin de carrière... Excuse-moi, tu me permets, mais il y a juste une toute petite parenthèse que je vais ouvrir et que je vais fermer. Mais il y a un mème ou une vidéo, enfin ce que vous voulez, et je pense dans mon top 3, parce que tu parlais de Lyon, ça me rappelle aux supporters qui parlent à Raphaël quand il arrive en Corse. Oh Raphaël! Voilà, c'est juste ça. Ça fait quoi de passer de qu'est-ce qu'il dit, de Old Trafford au stade de... Voilà. Ouais, c'était pas Furiani, justement. Non, c'était l'autre, ouais. D'Ajaccio, non? C'est ça. Bastia, je crois. De Bastia, ouais. De Bastia. Ou le Gazélec, je sais plus maintenant. Gazélec, ouais, c'est possible. En tout cas, je sais que les Corses nous écoutent. Donc ils nous en voudront, évidemment, beaucoup pour ça. Évidemment, mais bon, après, tout ce qu'on a dit sur les Français, les Turcs, les Belges, voilà. C'est pas grave, c'est revue foot, on aime tout le monde. Exactement. Mais je vais finir juste le propos que je tenais avant. Ce genre de transfert serait très intéressant pour la MLS parce que, mine de rien, cette culture américaine, moi qui aime pas mal la NBA, tout ce genre de choses, la NHL, que je suis un petit peu quand c'est possible au niveau des horaires, c'est parfois compliqué, mais toute cette culture du sport américain peut être très intéressante. Ils ont aussi la Coupe du Monde, les États-Unis, alors je ne sais plus en quelle année maintenant, je n'ai pas envie de dire de bêtises, ils ont la Coupe du Monde, ils l'ont déjà eu. On sait que voilà, on serait pas déçu au niveau du spectacle. Donc voilà, De Bruyne pour moi, c'est soit l'Arabie Saoudite, soit la MLS. En tout cas, ce serait les choix les plus judicieux. Il peut aussi amener
sa culture là-bas, parce qu'il y a des coachs, alors là je vais parler plutôt de la formation en MLS, il y a des coachs qui arrivent maintenant, qui sont vraiment, on va dire à l'européenne, parce que j'ai pas envie qu'on soit prétentieux en Europe, il faut qu'en Europe on arrête d'être prétentieux, il y a du très beau football ailleurs qu'en Europe, notamment en Afrique où on n'en parle pas assez, on en parlera peut-être dans une autre émission parce que ça m'intéresse beaucoup, mais il y a beaucoup de beau football, et j'ai l'impression qu'il y a des formateurs en MLS notamment, dans des clubs de MLS qui essaient de former avec des concepts européens, entre guillemets, avec un football moderne, avec un football qui apprend aussi des autres. Et voilà, un De Bruyne dans un club peut aussi amener structurellement quelque chose si on l'implique dans le processus. Donc voilà, pour moi, le must, ça serait la MLS où vraiment j'ai l'impression qu'on s'intéresse au foot un petit peu plus, alors qu'en Arabie Saoudite, c'est peut-être un peu plus du business. Et le foot business, bien sûr. Tous les auditeurs d'Arabie Saoudite, je sais qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Non, mais alors, dis-moi peut-être ce que tu en penses. Est-ce que pour toi, là, vraiment, en Arabie Saoudite, il y a une démarche sportive? Je n'ai pas l'impression. Alors, très honnêtement, et la vérité, vous savez que j'aime tout le monde, vraiment. Mais je vais avoir un avis plus incisif, ok? Je pense qu'aujourd'hui, autant la MLS que le foot en Arabie Saoudite ou au Qatar, etc., ça peut pas encore concurrencer un foot européen. Et donc, à mon avis, je pense que les grosses stars d'Europe qui ont déjà donné ce qu'ils avaient à donner et qui vont là-bas, très sincèrement, je pense qu'à mon avis, il faut arrêter de se cacher, c'est juste pour l'argent. Donc maintenant, est-ce que... Ah ok, d'accord, mais est-ce qu'un club de MLS peut payer le salaire de Kevin De Bruyne? Je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Non, mais c'est exactement ce que je vous ai lu. San Diego qui serait intéressé. Kevin De Bruyne fait des vacances là-bas toutes les années, mais ils n'ont pas les thunes. Donc voilà, je pense qu'à mon avis, il va... Oui, mais par contre, il dit quelque chose de très intéressant. Et ça, c'est peut-être quelque chose qu'on pourra aussi reparler. J'ai pas de sujet pour les prochaines émissions. Mais par rapport, il dit... alors, il le dit très mal parce qu'il dit Kevin De Bruyne adore venir ici, machin et tout. Ok, il n'y a pas de souci. Mais San Diego, le cadre de vie est super intéressant. Et ça, dans un choix de transfert, quand on prend. Évidemment. Se faire en Europe, dans le choix d'un transfert, quand un joueur doit décider, il va prendre ça en compte. Il y a Messi et d'autres joueurs qui sont là à Paris, ou alors, surtout en Angleterre, notamment. Enfin, surtout. J'irai en Angleterre notamment pour pas être méchant, mais en Angleterre notamment, quand un joueur peut décider entre l'Andalousie ou aller se perdre dans le nord de l'Angleterre où il pleut, il neige toute l'année, et puis à peine sur la tête, t'as une infection de poitrine, le mec il va peut-être se poser la question. Donc voilà, ça peut être très intéressant pour Kevin De Bruyne. Il a assez d'argent, il n'y a pas de souci. Il peut être impliqué dans le développement de la franchise. On sait qu'aux États-Unis c'est des franchises, donc c'est pas des clubs. Donc encore une fois, il y a cette dimension de on descend pas forcément, on peut rester même si on fait des mauvais résultats, on essaie de développer quelque chose. Il y a beaucoup de choses en MLS de très intéressantes, il y a beaucoup de choses aux États-Unis, malgré le fait de ce que je pense de ce pays-là, mais il y a beaucoup de choses intéressantes. On fera pas de politique, évidemment. On fera pas de politique, mais il y a dans le sport américain beaucoup de choses qui sont intéressantes. Il y a des coachs dans la formation notamment qui sont extrêmement intéressants. Il y a aussi, et ça c'est quelque chose qu'on n'en parle pas assez non plus, il y a dans certains clubs qui engagent maintenant des femmes pour former des hommes, ce qui est aussi intéressant. Donc, c'est à noter, je trouve. Non, en MLS, ça bouge, c'est neuf. En fait, c'est comme un enfant, si vous voulez. C'est un enfant qui est une nouvelle génération et qui va apprendre tout ce qu'il y a à apprendre et tout ce qui est peut-être dans la vieille Europe, on a peur de prendre. Voilà, moi, c'est mon avis. Et à Kevin De Bruyne, il peut faire du bien. C'est une excellente transition pour le deuxième sujet qu'on avait aujourd'hui. Mais je sais, tout est calculé. Tout est calculé, mais vous voyez que le foot, c'est fait comment, les gars? Non, mais franchement. Donc voilà, la transition est toute faite vu qu'on va parler de Thomas Müller. Thomas Müller qui va donc quitter le Bayern à la fin de la saison 2024-2025, mettant fin à une carrière de 25 ans au sein du club. 25 ans au sein du club 25 ans au sein du club? C'est possible, ça? Est-ce que tu peux le redire encore une fois? Non, parce que je crois qu'à mon avis, on ne se rend pas compte qu'est-ce que 25 ans aujourd'hui en 2025 au sein d'un club, c'est quand même fou ça. Bah, je crois que c'est 17 ans de pro, c'est ça, 17 ans de carrière. 17 ans, ouais, exactement. Donc Thomas Müller qui donc, bien qu'il souhaitait prolonger son contrat, le club a décidé de ne pas le renouveler. Une décision que Müller a respectée malgré ses préférences personnelles. Il a exprimé sa gratitude envers le club et les supporters, soulignant son désir de terminer la saison en remportant des titres supplémentaires. Après son départ, Müller participera à la Coupe du Monde des clubs de la FIFA aux États-Unis en juin et juillet 2025, prolongeant son contrat de 2 semaines pour l'occasion, et plusieurs clubs de la Major League Soccer. C'est pour ça que je te disais que la transition était toute faite, dont le FC Cincinnati, San Diego, FC Dallas, Los Angeles FC ont manifesté leur intérêt pour l'accueillir. Le Bayern Munich prévoit également d'honorer sa carrière exceptionnelle avec un match hommage et envisage de lui offrir un rôle au sein de la direction du club à l'avenir. Je vous donne juste quelques petits faits marquants sur Thomas Müller.
légende du Bayern Munich avec plus de 740 matchs, record historique du club. Il a 12 titres de Bundesliga, 2 Ligues des Champions, 6 Coupes d'Allemagne, carrière internationale aussi avec champion du monde en 2014, 131 sélections, 45 buts, soulier d'or de la Coupe du Monde 2010. Il est connu pour le Raumdeuter, interpréteur le rôle de Thomas Müller. Voilà. Connu pour son intelligence tactique exceptionnelle et la fin d'une époque, vu qu'il quittera le Bayern à la fin de la saison 2024-2025. Qu'est-ce que t'en penses de ce Thomas? Est-ce que je peux penser autre chose à l'heure actuelle que Ich bin traurig? Ouais, non mais ce podcast est même en bilingue, mais non mais c'est dingue ça, c'est incroyable. Non mais sans rigoler, Thomas Müller c'est un personnage. J'ai envie de parler d'abord de ça avant de parler du terrain, parce qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais c'est quelqu'un qui, en plus d'être un super joueur sous-coté, est une personnalité dans un vestiaire, est une personnalité dans la vie, je pense, est un rassembleur, c'est un mec qui te rassemble dans une équipe, c'est un travail fantastique. Je me suis tapé plein de vidéos de Thomas Müller qui parle sur le terrain, qui communique, donne des conseils, c'est fantastique, c'est un meneur d'hommes, que dire sur ce joueur à part tu vas nous manquer vraiment, t'es un joueur qui a marqué l'histoire de ton club, qui est un des plus grands clubs du monde. Il représente parfaitement aussi le football allemand. Ça fait partie des grands joueurs allemands avec cette mentalité-là qui sont pas forcément sexy. Thomas Müller, il est tout sauf sexy. C'est un mec un peu maigrichon, pas très élégant quand il court, avec un peu des pieds en canard. Mais alors, quelle élégance dans la tête, quelle élégance dans le football, dans la mentalité qu'il a, dans la réflexion qu'il a du football, c'est extrêmement élégant. J'ai presque envie de dire, il a les pieds, il a le physique de Peter Crouch avec la qualité de Iniesta. C'est un truc de fou. En exagérant évidemment, ici on adore exagérer. Alors moi j'ai quitté le podcast, voilà, il faut savoir que j'ai quitté le podcast à la suite de cette phrase. Mais pour vous donner un indice de à quel point ce mec-là est important, le rôle de Raumdeuter, cette espèce de rôle hybride, c'est Thomas Müller, quoi. Le mec, si le foot était un cercle, et que, admettons, Messi disons Messi l'interprète parfaitement. Messi c'est Mozart, si on prend la musique classique, il interprète parfaitement son truc. Thomas Müller c'est Bach qui défonce le cercle, qui ouvre des perspectives. Voilà, et ce genre, t'as vu, c'est la même de la musique classique. Qu'est-ce que vous voulez? Mais quelle qualité, Alors, qualité. Moi, j'aimerais souligner quelque chose de Thomas Müller, parce que effectivement, c'est une légende. C'est une légende du Bayern de Munich, une légende du football allemand. Thomas Müller qui a ouvert un magasin de bratwurst à Munich et qui est juste excellent, les gars. Vraiment, je vous le conseille. Il fait des bratwurst de qualité et c'est pour ça qu'on l'aime. Non, les gars, je vous dis très honnêtement, Thomas Müller, moi, c'est pas mon kiff. Voilà, c'est pas mon kiff. Et je sais ce que tu vas me dire parce que je savais que cet argument de sexy, pas sexy, il allait arriver, que Thomas Müller, il est pas sexy, qu'il est pas bon, il est pas bankable et c'est pour ça qu'il plaît pas aux gens. Et nanani, nanana, c'est pour ça qu'il est sous-coté. Non, frérot, c'est pas pour ça. Moi, je te dis très honnêtement, avec 2 raisons très objectives. Pourquoi il est pas bon? C'est parce qu'il s'est moqué de Ronaldo et qu'il est lent sur FIFA. Non, c'est pas vrai. Mais si tu veux, Thomas Müller dans le jeu de Bayern du Munich, ça peut être un leader, oui, ok, mais footballistiquement, ce qu'il apporte, je vois ce que je veux dire ou pas? Quand on parle de profil, Thomas Müller, quand on parle de profil, c'est pas un dribbleur. C'est pas un gars qui vient chercher dans les espaces le ballon pour ensuite sauter l'homme. C'est pas de la tête, il est moyen. C'est pas un tireur de coup franc, c'est pas un tireur de corner. Donc moi, j'ai un peu de mal avec ce profil. Sincèrement, j'ai un peu de mal. Honnêtement. Alors je suis tout sauf d'accord. Je suis désolé, on va pas être d'accord là-dessus. Mais justement, le rôle de Raumdeuter, c'est ce rôle hybride. En fait, c'est ça qui te dérange. En fait, je comprends pourquoi ça te dérange. Tu te dis, ouais, mais c'est pas un profil défini. On sait pas trop ce qu'il est capable de faire excellemment bien. Quand tu fais pas un truc vraiment bien, c'est que tu fais tout moyen et donc tu es un moyen joueur. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça en fait. Alors, je comprends ta vision des choses. Et elle est défendable. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est justement ça qui est extraordinaire. C'est qu'il fait rien d'excellemment bien. Par contre, il fait rien non plus de mauvais. Je vous donne un exemple très bateau et vous allez comprendre où je veux en venir. Cristiano Ronaldo est un
buteur, un meneur d'hommes. Enfin, c'était un joueur extrêmement complet. Seulement, il lui manquait quelque chose, notamment, c'était le travail défensif. Il est zéro au niveau du travail défensif. Comme Messi d'ailleurs, c'est des gens qui sont zéro travail défensif. C'est un peu le lot des joueurs. Attends, Messi c'est pire. Non, mais Messi c'est pire. Oui, d'accord, si tu veux. Mais ce que je veux dire par là, c'est Thomas Müller, c'est le mec qui va tout te faire, qui est capable de tout te faire et qui est capable de le faire plutôt bien. Voilà. Il y a des choses où il est meilleur que d'autres. C'est quand même un finisseur de qualité. C'est quand même, par exemple, c'est là où on n'est pas d'accord, il est capable de te casser des lignes. Il est capable d'aller chercher entre les lignes. Mais par contre, s'il y a une qualité que je vais donner à Thomas Müller, je l'ai dit avant, le cerveau de ce monsieur est absolument fantastique. Voilà. C'est un mec qui, dans la compréhension, dans son QI foot, comme on adore dire ça, le QI foot, il est extraordinaire, Thomas Müller. C'est un mec qui vraiment... de jeu, bien sûr. Mais c'est pas juste, il est intelligent. Il y a plein de joueurs qui sont intelligents dans le jeu, il n'y a pas de souci. Son intelligence de jeu est extraordinaire et il est capable de te mener. C'est le chef d'orchestre. Voilà. Pour moi, Thomas Müller, c'est un chef d'orchestre. Il a donné son. On parlait avant de ça, le Makalele Role. Le Raumdeuter, c'est le Thomas Müller Role. C'est lui qui a donné son nom. De Bruyne, j'ai dit qu'il aurait pu l'avoir. Il l'a pas eu. Thomas Müller, on lui a donné. Tant il a changé les choses. C'est pas donné à tout le monde. Pour les auditeurs, là, hein. C'est pas donné à tout le monde, les gars. Il y en a un qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est Beckenbauer. Beckenbauer, c'est le mec, à l'époque, qui a donné maintenant ce qu'on a comme défenseur moderne, capable d'aller de l'avant, capable de casser des lignes par la passe, capable de prendre de l'importance dans la relance de son équipe et dans le jeu offensif de son équipe. Voilà, il y a les Beckenbauer, il y a les Makelele et il y a les Thomas Müller. Voilà, c'est des mecs qui transcendent le foot, c'est des mecs qui pètent le cercle. Donc moi, c'est des joueurs qui me plaisent énormément. Et après, voilà, j'ai parlé de Ronaldo et Messi. Évidemment qu'on ne parle pas de la même table, parce que Ronaldo et Messi, ça mange à la table. Des extraterrestres. Monsieur, des extraterrestres, c'est des mecs qu'il ne faut même pas les comparer avec des humains. Là, c'est les Ronaldinho, c'est les Zidane, c'est les gars comme ça. Il ne faut même pas parler avec eux. Mais au niveau des êtres humains, je trouve que Thomas Müller est un excellent joueur. Et très sincèrement, et là, il y a tout le monde qui va se lever et puis qui va me lancer des tomates. Je pense que je suis prêt à couper le podcast, allez-y. Vas-y. Voilà, et c'est la dernière phrase que je dirais sur Thomas Müller. Après, on passera au sujet qui me brûle d'impatience de parler. Mais je pense qu'il avait autant d'importance dans le jeu de l'Allemagne et du football allemand qu'un Toni Kroos. Voilà. Un Toni Kroos. Ouais. Ok, alors, bonne soirée. Voilà, bonne soirée. Ouais, merci beaucoup, bonne soirée. Non, mais ok, ça marche. Alors, sujet spécial du coup, on y va? On passe directement au sujet spécial. Et dites-nous ce que vous pensez de Thomas Müller, les gars, moi ça m'intéresse aussi. Alors, voilà. Thomas Müller, bien sûr, et dites-nous ce que vous pensez de ces Bratwurst, évidemment. Et tout de suite, c'est le sujet spécial, c'est maintenant. 3 for me and 2 for them. Respect. More than you believe, I'm happy. You aren't showing it. I'm so happy, believe me. I'm so happy. Happy New Year. Estar disponible para el partido de Ipswich. Bueno. Sujet spécial, alors attention les gars, roulement de tambour parce que je pense que ça va être le sujet spécial qui tient le plus à cœur et je mets ma main sur le feu que ce n'est pas la dernière fois qu'on va en parler de toute façon. Mais aujourd'hui on a choisi comme sujet spécial le Chelsea Football Club de notre cher Prophet national. Donc je vous donne moi comme d'habitude quelques petits faits marquants sur Chelsea. Chelsea qui réalise une saison 2024-2025 solide, actuellement classé 4e de Première Ligue avec 52 points en 30 matchs, 15 victoires, 7 nuls, 8 défaites. Dernier résultat, on a eu donc la victoire de 1-0 contre Tottenham le 3 avril, grâce à un but de la tête d'Enzo Fernandez sur une passe de Cole Palmer. La paire de milieu de terrain Enzo Fernandez et Moises Caicedo est saluée pour sa complémentarité et son impact considéré comme l'une des meilleures d'Angleterre en ce moment. Le manager Enzo Maresca, peut-être le dernier aussi fait marquant, il a annulé un jour de repos de l'équipe après une défaite 3-0 contre l'équipe des moins de 21 ans lors d'un entraînement, soulignant l'importance de maintenir des standards élevés. Les prochains matchs à venir sont les matchs de Première Ligue contre Brentford le 6 avril, ainsi que le quart de finale de la Ligue Europa Conférence contre le Legia de Varsovie. Chelsea vise à consolider sa position dans le top 4 pour assurer une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour Chelsea ?
Alors premièrement, j'espère que vous avez 3 jours à passer avec nous parce que c'est un sujet vaste, comme il l'a dit. Évidemment, c'est le club que je suis depuis très très longtemps. Ça va faire 12 ou 13 ans maintenant que je suis entre guillemets fan de Chelsea. J'ai toujours la peine avec ce terme de fan parce que fan veut dire irrationnel. J'ai peut-être ce côté irrationnel avec Chelsea dans le fait que je suis encore plus sévère avec eux qu'avec les autres clubs. Je précise aussi que Claudio, qui est ici notre rédacteur en chef de génie et fantastique chroniqueur bien sûr, bien sûr. est fan d'Arsenal, donc il n'est absolument pas objectif dans tout ce qui va suivre. Oh non, mais là c'est pas le maillot d'Arsenal que je porte, bien sûr, c'est le maillot de Revue Foot 26, donc non. D'accord, très bien. Commençons par ceci. Mais après, London is red, mais voilà, c'est pas grave. J'ai quitté le podcast. Non, mais peut-être. En tout cas, cette saison, Londres est rouge et n'est pas bleu, malheureusement pour moi. Il faut le dire. Arsenal est, pour l'instant, selon moi, un cran au-dessus de Chelsea. Et c'est évident, puisque... Et là, la transition est parfaite. On va parler de processus. Mais avant tout, j'aimerais savoir une chose, selon toi. Est-ce que pour toi... Et c'est une question qui est importante parce qu'on l'a beaucoup posée. En tout cas, c'est ce que j'ai beaucoup vu... dans les commentaires des différents groupes de fans de Chelsea. Est-ce que pour toi, Todd Boehly et Clear Lake et je ne sais plus le nom de la deuxième tête à la tête de Chelsea, est-ce qu'ils sont là pour le football ou est-ce qu'ils sont là pour le business? Et ça, c'est une grande question. Alors, moi, je te dis très sincèrement, déjà, ce qu'il faut savoir de Chelsea, c'est que je ne suis pas un anti-Chelsea. J'aime bien Chelsea. J'aime plus Arsenal, évidemment, mais c'est pas une équipe qui me répugne, d'accord? Je me rappelle justement du fameux match de la disgrace qui avait marqué les esprits. Quelle erreur et quelle horreur. Quelle horreur. J'ouvre une parenthèse, je la ferme tout de suite. S'il y a des gens qui n'ont jamais cru au complot ou au match truqué dans le foot, les gars, regardez juste ce match, vous allez vite comprendre. Voilà. Puis tout le monde dit oui, mais le match aller. Non, mais les gars, non. Ce qui s'est passé au match retour lors de ce match, c'est inexcusable. Bref, c'est un autre sujet. Je me rappelle aussi de Mourinho, évidemment, le passage de Mourinho à Chelsea. Je me rappelle de Didier Drogba. Je veux dire, Chelsea, même ces dernières années, ont toujours réussi à faire leur place. Maintenant, ce qui se passe, en fait, c'est que depuis quelques années, il y a eu justement ces nouveaux investisseurs. Hein. C'est des investisseurs, en gros. Des gens qui n'ont absolument aucune notion du football. Et je sais qu'ils nous écoutent, mais là, je ne suis pas désolé. Je pense qu'à mon avis, ils jouent à acheter et vendre des joueurs comme ils pourraient très bien acheter et vendre des actions. En fait, tout simplement, c'est des stock options. Tu achètes un joueur comme un stock option. Il n'y a aucune identité du joueur de la part par rapport au club. Il n'y a aucune idée de jeu, il n'y a aucun fondement. Tu regardes son prix, tu regardes combien il peut valoir dans quelques années, tu regardes quel est le rendement qu'il peut apporter financier. Et c'est uniquement des chiffres qui sont sur la table. Voilà, c'est pour ça qu'au début de la saison, si tu me dis si je me trompe, Chelsea s'est retrouvé avec un effectif de combien? 40 joueurs. Enfin bref, c'était une blague. Il y avait même énormément de mèmes aussi sur cette situation-là. On se retrouve avec 4 joueurs au même poste, Pedro Neto, Sterling, Félix, enfin bref, c'est n'importe quoi. Et puis tout ça parce que tu as des gens qui sont là uniquement pour regarder la valeur des joueurs comme des stock options. C'est un peu des espèces de gars, mais au lieu d'être à Wall Street, ils sont à Stamford Bridge. Voilà. Bon, moi, c'est ça ma vision du truc. Eh bien, c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'en fait, Chelsea, c'est une direction bicéphale. C'est-à-dire qu'il y a 2 têtes à la direction du club. Un peu comme ce qu'avait fait Saint-Etienne pendant très longtemps, et ça avait pas mal marché, mais dès qu'il y a des tensions dans ce qu'on veut faire par rapport au club, à la direction que veut prendre le club, comme il y a à Chelsea, sachez-le, les deux ne sont pas d'accord. Et ce que tu parlais, Claudio, très justement, c'est le trading de joueurs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui veut trader des joueurs, c'est-à-dire les prendre très jeunes, d'où le fait que les Américains sont arrivés et on dit, nous, c'est pas marqué dans le règlement, on va faire des contrats de 8 ans pour amortir les frais de transfert, pour faire, c'est un peu de l'optimisation fiscale quelque part, c'est de l'optimisation fiscale pour pouvoir ensuite faire une plus-value et revendre et se faire des thunes. Sauf que moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas, ça fait des années et des années qu'on sait que non, le football et avoir un club de football, il n'est pas rentable. Je crois que dans le monde, il y a 1 ou 2 clubs qui est rentable dans les grands clubs, tout le reste, vous perdez de l'argent, donc c'est évidemment pas pour avoir de l'argent. Il y a une envie de communiquer, d'avoir une plateforme de communication comme l'a fait le Qatar avec le PSG, qui est vraiment leur meilleure pub de tous les temps, c'est le PSG.
Mais j'ai l'impression que maintenant, le PSG a changé de direction et s'est dit que pour avoir une meilleure communication, il fallait des performances, il fallait du foot, et que par conséquent, il fallait s'entourer de gens qui sont capables, qui connaissent le foot, parce que tu peux ne rien connaître à un sujet. C'est l'éternel débat de est-ce que si moi je suis ministre des Finances demain, est-ce que je suis obligé d'être un expert en finance? Vous allez me dire que oui, et moi je vous dirais que pas forcément. Si tu es un bon gestionnaire et que tu sais t'entourer correctement de gens qui savent mieux que toi, et en qui tu peux avoir confiance. Elon Musk n'est pas astronaute, quoi. Exactement. Voilà. Donc si tu es capable de t'entourer des gens, des bonnes personnes, c'est plutôt ça, c'est est-ce que tu es capable de t'entourer des bonnes personnes? À Chelsea, j'ai eu cette déception infinie, c'est qu'à un moment donné, tu avais le choix entre Luis Enrique et Mauricio Pochettino, un qui est un entraîneur de processus, un qui est un entraîneur où il va plutôt être un manager, c'est-à-dire qu'il va plutôt faire de la gestion de groupe, qui le fait très bien, hein. Pochettino est un excellent manager de groupe, seulement quand tu regardes la logique que tu as envie de mettre en place chez les Blues, c'est-à-dire ramener des jeunes talentueux, les développer, alors presque faire de la post-formation. Alors, encore une fois, c'est très dur à dire parce que les jeunes en question sont parmi les meilleurs jeunes du monde. Donc, est-ce que c'est vraiment de la post-formation? Est-ce qu'ils ont vraiment déjà un step au-dessus? C'est à discuter, mais ton but, c'est quand même d'être un entraîneur de processus qui s'inscrit sur le long terme. Sauf que tu dis aussi à côté, oui, mais si je peux vendre quelqu'un très vite, je vais le faire. Sauf que si tu commences un processus, on l'a vu avec Guardiola à City, ça prend 2 voire 3 ans. Et les entraîneurs aujourd'hui disent, mais vous nous laissez pas le temps. Exemple extraordinaire, mais Pierre Sage. Mais quelle catastrophe de virer Pierre Sage. Pierre Sage, donc on le rappelle pour nos auditeurs. Coach de Lyon. Enfin, ex-coach de Lyon, du coup. Voilà. Qui vraiment a repris une équipe en catastrophe et il a fait une remontée historique. Il avait un peu des mauvais résultats, mais c'est normal. Dans toute équipe, dans tout club, il y a des résultats en dents de scie. Si vous regardez plus ou moins à long terme, personne n'est constant sur 10 ans. Le Real Madrid, ça leur est arrivé. Sauf Prophet dans Revue Foot 26. Mais c'est vrai qu'il n'y a personne qui est constant sinon. Incroyable. Franchement, si ça pouvait être vrai, j'arrête ma carrière. Mais vraiment. Encore une fois, ça dépend du prisme que tu utilises. Si tu regardes sur les 10 dernières années ou les 20 dernières années ou les 6 derniers mois, tu vas pas avoir la même vision du club. Chelsea, si vous prenez les 20 dernières années, ils sont plutôt constants. Voilà. Si vous prenez les 4 ou 5 dernières années, non, pas du tout. Les résultats ne sont pas au rendez-vous. On a changé je ne sais combien de fois de coach. Moi, je vais vous dire, je vais aller plus loin avec Chelsea. Et peut-être que là, c'est pas, je me mélange un peu les pinceaux et dans la chronologie, il n'y a aucun sens. Mais c'est pas grave, vous allez comprendre où je veux en venir. Un Thomas Tuchel à Chelsea qui débarque en plein milieu d'une saison. Déjà, ça vous donne une idée sur la stabilité du groupe. Qui réussit à gagner la Champions League, qui réussit à créer quelque chose de fantastique. Eh bien, vous preniez cette équipe de Chelsea qui gagne la Champions League. Un an et demi plus tard, il n'y a plus personne. À Paris, James il n'y a plus personne de cette équipe. Thomas Tuchel a été remercié. Pourquoi? Parce que Tuchel est un entraîneur à qui tu ne peux pas, ce n'est pas un yes man. C'est pas quelqu'un à qui tu dis fais comme ci, fais comme ça, achète-lui, et qui va dire oui monsieur, c'est top. Non, il va pas te dire ça. Il va pas te dire ça. Thomas Tuchel, il a top. Thomas Tuchel a une vision du foot, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut faire. Ça ne veut pas dire qu'Enzo Maresca est un yes man. Je ne pense pas qu'Enzo Maresca est un yes man. Je pense simplement que Enzo Maresca a un moins grand statut, arrive là plutôt comme un entraîneur de Leicester et qu'il se dit je dois plus faire de compromis qu'un Thomas Tuchel. Mais par contre, et c'est là où je vais peut-être terminer mon allocution de 35 minutes, mais quand tu prends un mec comme Enzo Maresca, tu te remets, donc tu admets que ta stratégie avec Pochettino qui est de manager n'est pas ce qu'il te faut, donc tu ne vas pas aller chercher Ancelotti, tu vas aller chercher Enzo Maresca, qui était dans la balance avec un certain autre entraîneur que moi j'aime beaucoup, qui est Kieran McKenna, l'entraîneur de Ipswich Town, qui est aussi un entraîneur de processus et de formation, entre guillemets. Tu vas chercher Enzo Maresca qui a une idée de ce qu'il veut mettre en place dans son football, qui à Leicester l'a extraordinairement bien fait, qui est un partisan de la défense de la transition à 5, donc du 3-2 et de l'occupation, donc 3-2 depuis derrière, et l'occupation de tous les espaces à l'avant avec tes pistons ou tes latéraux qui montent très haut. C'est comme un Mayence avec Bo Henriksen, qui est un entraîneur protagoniste, qui est un entraîneur qui va apprendre des choses aux joueurs, mais qui a besoin de temps. D'accord? Moi, j'entends des supporters de Chelsea qui disent, parce qu'il y a eu une période, je ne sais pas si tu te rappelles, où ils se font détruire par Brighton, détruire par Aston Villa, ils perdent 3 ou 4 matchs d'affilée, ils se remettent dedans, ils reperdent contre Arsenal. Donc c'est vraiment
très Bon, c'est pas compliqué une, au niveau. c'est pas une fin en soi, perdre contre Arsenal, mais d'accord, vas-y. Non, mais c'est pas que c'est une fin en soi, mais c'est juste que les derbies se gagnent. Point barre. Tu peux me dire ce que tu veux, les derbies se gagnent. Et c'est là où on a vu, parce qu'il y a 1-0 dans le match. Dans le match en lui-même, au niveau du score, il y a 1-0. Dans le processus, dans la maturité de l'effectif, du groupe, de la vision du jeu proposé, Arteta est à des années-lumière pour l'instant de ce que fait Enzo Maresca, et c'est logique puisqu'il a eu Mais il a pas le même, c'est pas le même beaucoup temps. plus de temps. Pas le même Il a temps, eu beaucoup plus de temps. Oui, mais- Laissons les gens travailler. Et c'est ça qui me fait peur avec Todd Boehly, Clear Lake et tous ces investisseurs, c'est qu'ils se disent « Ah, on a investi beaucoup de pognon, on n'y arrive pas, peut-être qu'on finit hors du top 4 et on n'aura pas la Champions League. » Oui, mais bien sûr, mais évidemment que ça va certainement se passer. Et si on arrive dans le top 4, les gars, je vous le dis, c'est un exploit. Bravo Enzo Maresca. Parce que ce que tu es en train de construire avec des joueurs, je pense à Joao Félix, mais c'est un abonné aux abonnements. C'est le mec, il a. Non, il est à Milan, et même à Milan, il a plus de place. Donc, Le mec, c'est comme toi avec Netflix, Prime, Max. C'est lui, c'est la même chose. Lui, il est encore en plus abonné à Paramount+, à Disney+. Il a tous les abonnements, le mec. Il est jamais dans un club plus de 6 mois. C'est extraordinaire. Mais tu vas le chercher, donc tu vas le reprendre. il est en essai, lui. Il est en essai Non, mais 6 mois là-bas. Écoute la logique. Moi, c'est ça que je comprends. Tu prends Joao Félix à Chelsea. D'accord, c'est un joueur qui est polyvalent, c'est un joueur qui est capable de te rendre des fiers services. J'imagine qu'il a un problème. J'imagine qu'au niveau du travail, peut-être de l'éthique de travail ou de la constance, il a un problème. Il n'y a pas de souci. Mais tu vas chercher ce mec-là pour 3 mois, 4 mois. Pourquoi faire ? Pourquoi dépenser ? Pourquoi prendre un mec, l'intégrer au processus pendant 4 mois, puis le prêter à Milan, dire à Milan, on veut s'en débarrasser parce qu'ils disent si jamais vous le prenez pas ou je sais pas quoi et qu'il doit revenir, on doit encore vous payer. Mais c'est dingue. C'est-à-dire que Chelsea paye à Milan pour qu'ils aient Joao Félix. C'est dingue. Mais quel est le but ? Imagine pour le joueur à quel point ça doit être frustrant quand même. Hein. C'est-à-dire que tu es tellement nul qu'on est obligé de payer quelqu'un pour te prendre. Parce que, voilà. Mais expliquez-moi, quelle est la logique sportive là-dedans ? Il n'y en a pas. Et c'est ça que je dis. Il y a vraiment cette espèce de, encore une fois, dichotomie. Ceux qui n'en rappellent pas, c'est paradoxe. Donc il y a cette espèce de dichotomie dans le foot moderne. Il y a un creux qui est en train de se creuser entre les hinchas, nous, hein, les supporters, comme dirait Bielsa, et, si je dis pas le contraire, c'est ça le mot, et les dirigeants. Plus le temps passe, plus ils sont hors sol, plus ils comprennent pas ce qui se passe dans le foot, plus ils ne comprennent pas, ils n'ont aucune logique sportive, plus ils jouent à Football Manager et ça ne peut pas fonctionner. Ça ne pourra jamais fonctionner. Il faut des gens compétents. Il faut laisser le football à ceux que ça concerne et surtout à Chelsea, les gars. Si vous voulez retrouver votre Chelsea, et là je m'adresse aux supporters de Chelsea de partout, et je pense notamment à un qui... Et je sais qu'ils sont nombreux. Et je connais notamment qui nous écoute. Si vous voulez votre... we want our Chelsea back, hein, bien sûr en anglais. Si vous le voulez le back, les gars, commencez par comprendre comment ça fonctionne une équipe de foot à tous les niveaux. Et je prends pas ça, je dis pas ça pour être prétentieux, mais il y a des bases. C'est-à-dire que oui, si vous voulez du beau jeu, si vous voulez quelque chose de sexy, si vous aimez les jeunes joueurs, parce que moi je suis fan d'équipe de Chelsea, j'adore les jeunes joueurs. Donc si vous voulez assister à ça, soutenez le processus, soutenez les idées, parce qu'Enzo Maresca est loin d'être une pive, d'accord ? C'est loin, très très loin d'être une pive, c'est quelqu'un qui sait où il va. Soutenez le processus. Et c'est pas grave, si on ne gagne pas la Conference League, on accepte. Comme on dirait en NBA, on tank. Cette année, c'est une année de tank, de transition. On tank 1 an ou 2 ans, laissez se développer ces jeunes joueurs extrêmement talentueux, mais est-ce que vous aimez l'effectif de Chelsea, les gars ? Sérieusement. Levi Colwill, Enzo Fernandez, Nicolas Jackson, Cole Palmer, même Jadon Sancho est revenu. Alors, il est à la limite de la jeunesse. Mais les gars, l'effectif est complètement dingue. Et si on arrive à développer avec notamment des Malo Gusto, des gars comme ça, mais ça va être fou. Et il y a des jeunes, notamment comment il s'appelle ? Le nouveau Messi, soi-disant, qui a choisi le Maroc. Baraja, je sais pas comment il s'appelle. Il y a encore des mecs derrière qui arrivent pour pousser. Mais les gars, soyez patients. Prenez en compte que ce n'est plus le Chelsea d'avant où on va chercher des stars avec Abramovich pour gagner immédiatement. Non, c'est une nouvelle façon de voir le football. J'espère simplement, et c'est le mot de la fin pour Chelsea, que Todd Boehly et compagnie, en dehors des montages financiers qui sont bravo à eux, hein, parce qu'ils ont carrément fait modifier des lois, hein, tellement ils ont été malins, en dehors de ça et d'être des bons businessmen, s'il vous plaît, laissez le football aux gens que ça concerne. Soyez cohérents avec les choix que vous faites. Si vous prenez des jeunes avec un entraîneur de processus, laissez le processus agir. Si vous voulez gagner des titres, virez-moi tous les jeunes, prenez-moi des mecs un peu plus âgés qui sont capables d'aller chercher dans leur cerveau des ressources
peu importe où ils seront pour gagner des titres. Appelez-moi Ancelotti parce qu'il va bientôt dire au revoir au Real Madrid. Et là, il y a peut-être quelque chose à faire immédiatement. Et surtout Sinon, faire la prison, prenez le temps. papa Ancelotti. Sinon, prenez le temps. Voilà. Alors, auditeur Revue Foot 26. J'espère que vous avez aimé cette tirade sur Chelsea. Moi c'est toujours mon kiff. Mais c'est vrai qu'une fois lancé, Plouf ne recule devant rien et Chelsea, ça leur prend en trip. Voilà, c'est un vrai Londonien de Suisse, comme on dit. Donc c'est normal qu'il débatte sur le sujet. Et là, je pense, à mon avis, il est à 20%. Hein, c'est ça, hein, à 20%. Ouais, je pense. Là, on n'a pas parlé du passé. Voilà. Donc c'était uniquement la situation actuelle. Donc dites-nous aussi en commentaire ce que vous pensez de Chelsea, les gars. Si vous pensez que Prof a raison sur le processus ou pas, sur les résultats, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite les investisseurs. Vraiment, dites-nous ce que vous en pensez. Et puis je pense que, à mon avis, on peut directement passer à la phase finale de notre podcast. C'est parti. C'est déjà fini pour ce 4e épisode de Revue Foot 26. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous aujourd'hui pour cette revue passionnante du football suisse et international. Un immense merci également à mon acolyte, à mon podcasteur préféré, le podcasteur préféré de ton podcasteur préféré, bien sûr, Plouf, toujours présent pour nous apporter ses analyses fines et son expertise précieuse. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous soutenir, vous abonnant et en partageant le podcast autour de vous. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux, les gars, Instagram, Spotify, YouTube, sous le nom de Revue Foot 26. Likez, commentez, partagez avec vos amis pour qu'on continue de grandir ensemble. Il y a maintenant aussi le concours qui va se dérouler jusqu'à fin avril. Je vous ai dit, les gars, c'est cadeau sur cadeau ici avec nous. Il faut juste nous suivre, il faut juste liker. Ça vous prend 2 secondes. Ça mange pas de pain. Et vous avez encore la possibilité de gagner quelque chose. Donc on se retrouve très très vite, les gars, avec encore plus d'actu, d'analyses, de débats passionnés sur ce sport qu'on aime tant et qu'on déteste aussi, mais qu'est-ce qu'on l'aime. Et en attendant, portez-vous bien, profitez du foot, regardez le foot, vivez le foot et à très bientôt dans Revue Foot 26. Ciao les gars. À bientôt.